Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Excellente journée à tous avec nous sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver avec Yves Lignon, le professeur Yves Lignon. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Les prophéties de Michel de Nostredame à l'honneur dans l'émission aujourd'hui, Nostradamus, effectivement. Oui. C'est un drôle de zigoto, hein. Vous l'aimez bien celui-là. Je l'aime énormément, mais comme on peut aimer certaines personnes qui ne sont pas forcément bien dans la norme, vous voyez ce que je veux dire. C'est un fantaisiste. Oui, un peu les fantaisistes, un peu les pirates. Bon, nous allons parler de lui. C'est vrai que c'est un grand classique, et c'est un grand classique auquel je m'intéresse beaucoup. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps ? Mais d'abord, permettez-moi de vous situer le personnage, puisque Nostradamus est supposé être prophète. C'est le fond de la question. Que valent ces prophéties ? Donc je vous emmène en 1540 dans le nord de l'Italie. Vous savez qu'à cette époque, on voyageait souvent à pied. Et que quand on voyageait à pied, on voyageait aussi souvent en groupe. Parce que de temps en temps, vous n'aviez pas des contrôles routiers, vous n'aviez pas des radars à l'époque, mais vous aviez des gens qui vous attendaient là, à un carrefour sur l'aire de la Bourse ou la Vie. C'est ça, ouais. Donc on voyageait en groupe. Et sur cette route du nord de l'Italie, voilà qu'un jour de 1540, deux groupes circulent. Chacun dans son sens. Donc les voyageurs se voient, on se rapproche, on va se saluer, puis on continuera son chemin. Il y a un groupe, le premier, ce sont des moines. Ce sont des moines mendiants, vous savez, qui vont de ville en village pour faire la quête en disant nous devons nous occuper des pauvres. Ils sont 6 ou 7, ils circulent en file parce qu'ils disent des prières tout en marchant, ils disent le chapelet. Et il y a le dernier moine, celui qui est à la fin de la file. C'est presque comme dans un dessin animé, vous savez, où il y a toujours le petit dernier là qui traîne. C'est Blanche-Neige et les 7 moines. Voilà, ce dernier moine, il a l'air jeune, mais il a l'air plus pauvre, plus discret que les autres. Bon, il est là. Méfions-nous de l'eau qui dort. Oui, et en face, donc sur l'autre côté de la route, allant dans l'autre sens, un groupe de voyageurs. Alors là, un groupe de voyageurs ordinaires. Et parmi ces voyageurs, un homme grand, costaud, qui est déjà assez avancé en âge. C'est pas encore un vieillard, mais y compris pour l'époque, on voit que ça n'est plus un jeune homme. Il a passé la quarantaine, mais de toute évidence, quand on regarde son visage, on sent une personnalité forte. On sent quelqu'un, dirions-nous, qui a du tempérament. Les deux groupes se croisent. Les moines bénissent, mes frères, que Dieu vous protège pour la suite de votre voyage. Et comme ces deux groupes circulent dans des sens opposés, ils vont s'éloigner. Et à ce moment-là, notre voyageur, qui a l'air d'avoir tant de caractère, revient en arrière et s'agenouille, se prosterne devant le petit moine, là le dernier, le plus misérable. Ouais. Il se prosterne. Alors évidemment, dans son groupe, on s'arrête de marcher. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous venez de faire 10 mètres en arrière pour vous prosterner devant un moine, on dirait presque devant un moine crasseux. Et notre voyageur dit oui, parce que quand on croise le futur pape, il faut se prosterner devant lui. Ah oui. Et on demande au voyageur, mais qui êtes-vous au fait, là, vous qui cheminez avec nous ? Il répond, je m'appelle Michel de Nostredame. Mais 40 ans plus tard, le petit moine qui s'appelait Philippe Peretti deviendra pape sous le nom de Sixte Quint. Et c'est grâce à lui que nous connaissons l'histoire. Alors qui est cette personne qui s'est prosternée devant lui, comme ça, subitement ? Michel de Nostredame, dit Nostradamus, qui à l'époque commençait à peine à être célèbre, mais qui aurait donc prophétisé ce moine-là, qui ne paye pas de mine, qui est si discret, c'est le futur pape. Et il aurait
Pour une fois, disent ses détracteurs, prophétisait juste. On va faire connaissance encore plus avec lui dans un instant. La vie et l'œuvre et le caractère aussi de ce fameux Nostradamus. C'est dans quelques secondes à peine sur Sud Radio. 11h, midi. Les clés du mystère sur Sud Radio. Les prophéties de Nostradamus, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. On va dans un instant avec vous, Yves Lignon, sur Sud Radio, faire connaissance avec ce personnage. Mais une autre anecdote que vous souhaitiez évoquer concernant toujours ce fameux Nostradamus, Michel de Nostredame. Oui. Alors, à peu près 25 ans plus tard, après l'histoire de tout à l'heure, en 1564, à Salon de Provence, un cortège rentre. Et ce n'est pas n'importe quel cortège, c'est celui du jeune roi Charles IX qui fait le tour de France pour se faire reconnaître de ses sujets. Le jeune roi a 14 ans et il s'approche d'une petite maison qui est juste à la limite du quartier juif. Et devant cette petite maison, il y a un homme qui porte une longue barbe, qui est là avec son bonnet carré, qui a l'air de méditer, qui maintenant est vieillissant. D'ailleurs, il mourra dans 2 ans. Mais cet homme, Frédéric, nous le reconnaissons. C'est celui qui, tout à l'heure, a arpenté une route italienne. Ah oui, c'est le même. Oui, il est là, devant sa porte, il prend le soleil. Et le jeune roi descend de sa voiture et va s'incliner devant lui. Cet homme, c'était le même que tout à l'heure. C'était Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né en Provence, à Saint-Rémy exactement, en 1503. Donc vous voyez, à l'époque où le roi vient le saluer, Nostradamus a 61 ans. Est-ce qu'il est connu déjà pour ses prophéties ? Ah oui, si le roi vient le saluer, c'est pour ça. C'est qu'au moins il est connu. Il est connu. Effectivement, il est connu, disons, des milieux dirigeants, pour parler le langage d'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, depuis 1555 à peu près. Mais avant notre Nostradamus, il a beaucoup bourlingué. Il se dit, quand on lui demande quel est votre métier, médecin et astrophile, ce qui n'est pas tout à fait astrologue. L'astrophile, c'est plutôt celui qui aime les astres que celui qui les fait parler. Il est d'une famille juive convertie au catholicisme. Il a fait des études. Il a d'abord été formé par ses 2 grands-pères. L'un l'a formé à l'astrophilie, qui, quoi que dise Nostradamus lui-même, c'est bien de l'astrologie, et l'autre l'a formé à la médecine. Puis, il a fait des études de médecine et il a été médecin itinérant. C'était quelqu'un de très, très courageux. C'est-à-dire qu'il se déplaçait partout où il y avait des épidémies de peste. Et quand tous les médecins s'enfuyaient, lui, Nostradamus, arrivait, acceptait de rester avec les malades et même avait des idées d'avant-garde sur l'hygiène, sur la propreté. Voilà qui était Nostradamus. Ouais, et donc, quelqu'un de courage, donc. Oui, c'était un homme de courage. Mais c'était un homme aussi qui savait faire parler de lui, qui savait faire tourner les affaires, qui était bon en communication. Il n'y avait pas Internet. Non, et c'est donc pour cela que à la cour à la cour royale, qui à l'époque vivait à Blois, on a fini par entendre parler de lui, d'autant plus qu'il laissait croire, il le disait, Nostradamus, dans ce qui faisait peu à peu sa réputation. Il disait, oui, je suis médecin, mais je suis aussi astrophile. Il ne disait pas encore, je suis prophète, mais enfin, il laissait entendre qu'il pourrait l'être. Il se basait en tout cas sur la position des planètes, oui, pas sur des visions quelconques. C'est ce qu'il disait, Frédéric. Il faut toujours faire attention à propos de Nostradamus dans ce qu'il disait. Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'était un grand communicant. Un baratineur. Non, je dis communicant. Ouais. Si je pensais que c'était un baratineur, je le traiterais de baratineur. C'était un grand communicant, c'était quelqu'un qui savait faire tourner sa baraque, se faire connaître, et puis pourquoi ne pas le dire brutalement, qui savait exploiter ses dons. Et donc, c'est comme cela qu'il a été invité à la cour du roi de France, où la reine que tout le monde connaît, Catherine de Médicis, lui a demandé d'examiner ses enfants qui étaient très jeunes.
et de faire des pronostics un peu pour l'avenir des enfants royaux. Alors là, c'est là qu'on voit l'habileté de Nostradamus, c'est que de toute évidence, quand on revient au texte d'époque, il a fait des pronostics en tant que médecin. Il les a examinés, il a noté par exemple que le futur Charles IX était assez souffreteux, vous voyez, des choses comme ça. Il a parlé en tant que médecin, mais, j'y reviens une fois de plus, en grand communicant. Il a présenté son diagnostic comme si c'était de la voyance, comme s'il parlait de l'avenir des enfants en disant « je vois, les astres me disent ». Alors que de toute évidence, ça avait été du déshabillez-vous, dites 33, toussez un peu, etc. Donc il a procédé à un examen médical, mais il a fait passer ça sous le coup de la prophétie. Sa réputation ne pouvait évidemment qu'exploser. On va retrouver Nostradamus dans un instant. On va évoquer aussi l'œuvre littéraire de Michel de Nostredame dans quelques instants sur Sud Radio pour la suite des Clés du Mystère. Sud Radio, les Clés du Mystère. Avec vous, Yves Lignon, on s'intéresse aujourd'hui à Michel de Nostredame, alias Nostradamus. On le laissait entendre tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit dans différents domaines, d'ailleurs. Oui, alors, donc, comme vous le résumiez si bien, Frédéric, Nostradamus, c'est quelqu'un qui savait faire du buzz, qui partant de sa réputation de médecin courageux, affrontant les épidémies de peste, là où personne ne veut monter en première ligne, a fini par être consulté par la famille royale. Et donc, comme à notre époque, il publie. Vous savez, nous avons tout un tas de chanteurs illettrés qui publient des livres. Oui, ça, c'est parce qu'il manque. Hein, oui, bon, mais là, par contre, Nostradamus écrivait très bien, mais il publie des livres un peu sur tout. On ne le sait pas, mais savez-vous que, par exemple, Nostradamus a publié un livre de recettes de maquillage. Mesdames, oui, c'est Paris Hilton, vous confondez oui, pas voilà, Paris comment Hilton. séduire votre copine. Il a publié des recettes de cuisine. Il a publié des recettes de cuisine aussi, pour soirée, si votre époux manque d'allant, utilisez les petits plats de la maison de Nostradamus. Il donnait pas des conférences au Sofitel de New York. Non, il allait pas jusque-là, mais il a publié, donc il y a une cuisine érotique de Nostradamus. Bon. Mais enfin, tout ça, ça a un peu vieilli. Par contre, ce qui a été conservé, qui a été réédité quelquefois par des éditeurs un peu pointus, c'est son traité des confitures. Là, il a des recettes de confitures extraordinaires. Bon. Et puis, il publie ce qu'on appelle des almanachs, c'est-à-dire des recueils qui parlent du temps qu'il va faire, de conseils pour les agriculteurs. Et un jour, il franchit le pas et en 1558, et il est vieux, il a 55 ans, il publie un livre qui s'appelle « Les prophéties de Michel de Nostradamus », ce qu'on appelle les fameuses centuries. Et c'est de ce livre qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle depuis maintenant plus de 4 siècles. Les prophéties de Nostradamus, qu'on nous ressort sans arrêt, c'est ce livre qui est intitulé « Centuries ». Et il n'existe que très peu d'exemplaires d'origine. Il y en a un, par exemple, à la bibliothèque d'Albi. Et je vous assure, Frédéric, que quand on a beaucoup travaillé sur les centuries, puisque moi, n'est-ce pas, mon boulot, c'est un peu d'essayer de savoir si les prophéties sont prophétiques. Exactement, de mener l'enquête. Si les centuries... Et donc, j'y ai beaucoup travaillé, vous allez le voir tout à l'heure. Et vous imaginez, quand j'ai été dans la bibliothèque d'Albi, que j'ai pu voir, qu'on m'a montré cet exemplaire d'époque. Ah oui, ça doit être impressionnant. Il y a presque 5 siècles, là, les prophéties, le texte des prophéties de Nostradamus. Le papier est bien conservé. Le papier est bien conservé, la reliure, oui, bon, on ne le montre pas à tout le monde, mais, bien sûr. Mais c'est émouvant quand on a fréquenté Nostradamus si longtemps, quand on a éprouvé de la sympathie pour cet homme, parce que, encore une fois, il était roublard, mais il n'était pas antipathique. Il était roublard et quelquefois il était à la limite du cynisme, il avait ses tarifs, mais c'était quelqu'un qui aimait le genre humain, Nostradamus. Il avait des petits yeux malicieux comme vous. Voilà, il aurait pu mourir de la peste à 30 ans.
Parce qu'il était le seul à vouloir intervenir pendant les épidémies de peste. Donc, c'est quelqu'un qui quelquefois il est choquant, il est surprenant, mais il n'est pas antipathique. Alors, vous imaginez, quand on a sous les yeux un exemplaire de son œuvre. Les Centuries, le recueil prophétique de Nostradamus, nous allons en parler maintenant. Et on se retrouve dans quelques instants donc, pour la suite de cette histoire, Yves Lignon sur Sud Radio. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Frédéric Jarreau, Yves Lignon, aujourd'hui nous nous penchons ensemble pour vous sur la vie et l'œuvre de Michel de Nostredame, autrement dit Nostradamus. On a évoqué le personnage très sympathique au demeurant à l'instant. On va avec vous Yves se pencher sur ces fameux centuries. Les Centuries. Ouais, comment se présente ce texte alors bon, c'est un recueil de quatrains, donc en principe il y en a 100, c'est divisé, centurie 1, centurie 2, centurie 9, etc. 100 quatrains chaque fois. Il y a une centurie, c'est 100 quatrains, en principe. Et 100 quatrains qui, d'après Nostradamus, sont prophétiques. C'est-à-dire annoncent des événements qui vont venir entre maintenant, nous dit la préface. Maintenant, c'est quand ? C'est le moment où le livre est publié. Il y a plusieurs versions, mais disons 1558 pour avoir une référence. Entre maintenant et la fin du monde, tous ces quatrains, d'après Nostradamus, vous racontent l'histoire de l'humanité. Ouais. Et comment ça lui est venu à l'esprit ? Ce sont des flashs Ça, si vous le permettez, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Parce que je voudrais terminer justement en parlant peut-être de ce qu'était le secret de Nostradamus. Très bien. Bon, ces quatrains, je les ai là. Vous pouvez les trouver d'ailleurs facilement dans une librairie. Si vous voulez un exemplaire, parce que ce sont des poèmes, avant tout. Bon, dans une jolie langue. Oui, dans une jolie langue, la langue du XVIe siècle. Bon, elle est un peu difficile à décrypter, mais même quand on voit la page, l'impression est agréable. C'est du beau français, plutôt que d'être du bon français du XXIe siècle. D'où le problème d'ailleurs pour les détracteurs, c'est-à-dire qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi, des phrases en vieux français. Ouais. Voilà, on peut faire dire tout et n'importe quoi, vous le notez si bien, c'est ceux qui prétendent que Nostradamus n'est absolument pas un prophète, mais quand même. Alors, il y a plusieurs éditions, il y a eu des éditions posthumes où on a rajouté des faux, là, des suppléments, bon bref, passons sur ces détails. C'est vrai qu'il y a un problème de décryptage. Alors, vous comprenez que c'est un peu trop facile de faire des prophéties en langage codé. Et d'autant plus que elles sont même, vous le remarquiez à juste titre, Frédéric, doublement codées. Codées par Nostradamus lui-même, qui le dit dans sa préface. Évidemment. Il est gentil, il nous avertit. Oui, ce que je vous vends... parce que c'est ce que je vous vends. Ouais. Mes prophéties sont dans toutes les bonnes librairies. Achetez-les, braves gens. Ce que je vous vends, il vous faudra le décrypter. Ah, il a du culot, le gars. Oui, parce que la langue française, quand même, à cette époque-là, avait bien évolué, notamment sous l'impulsion de François Ier. Mais le fait que notre langue ne soit plus exactement la même que celle du XVIe siècle, ça crée pour nous un second décryptage. Par exemple, Ronsard, qui est à peu près contemporain, écrit en un ancien français, certes, mais c'est beaucoup plus clair et plus limpide. C'est beaucoup plus clair, mais puis quand même, il y a des adaptations de Ronsard, autant que je sache. Oui, bien. Oui, c'est vrai. Nostradamus, il ne cherchait pas la simplicité. Mais enfin, même si on traduit en français contemporain, en français d'aujourd'hui, il y a des gens qui essayaient de le faire, ça reste tout aussi obscur. Or, il n'y a rien de... Alors, si vous envoyez une lettre de réclamation au service client de la maison Nostradamus, on vous répond, vous protestez parce que c'est obscur, mais que je sache, c'est écrit dans la préface. Alors, ne vous plaignez pas. Alors, dans la préface, Nostradamus se justifie. En disant, vous comprenez, quand on est prophète, par les temps qui courent, il y a des risques, il ne faut pas dire tout haut certaines choses. Bon, alors, il avait de l'humour. Bon, alors, tout ça, ça sent l'arnaque à plein pot. Oui. Est-ce que c'est effectivement une escroquerie ? On en parlera tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire, c'est que
si la question Nostradamus était-il un escroc, nous la laissons en suspens pour l'instant. Par contre, à propos d'autres personnages, eh bien là, la question elle a une réponse. Parce que depuis que Nostradamus est mort, puisqu'il fallait décrypter, vous pensez qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont dit au lecteur « on va décrypter à votre place ». Je fais un autre livre, achetez-moi-le. Et c'est comme ça qu'on a eu en 1981, après l'élection présidentielle en France, une espèce de folie Nostradamus qui a rapporté beaucoup d'argent à quelqu'un. Je vais vous raconter ça. A tout de suite, Yves Lignon, la suite de cette passionnante destinée, celle de Michel de Nostradame sur Sud Radio. 11h, midi. Les clés du mystère sur Sud Radio. La folie Nostradamus, on évoque cet engouement assez étonnant qui a eu lieu au début des années 80 avec vous, Yves Lignon, des années 80, 1980, bien sûr, pas 1580. Non, 1981, juste après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser à Nostradamus. Jusqu'à cette date, j'avais des visions assez simplistes. Ce gars Nostradamus, il nous dit que ces prophéties, c'est du code, c'est du décryptage, il sait y faire. Et ils savent encore plus y faire ceux qui les ont décryptés à sa place. Mais je n'allais pas plus loin. Et puis alors, vous le savez, le 10 mai 1981, on peut dire les choses lucidement et sans méchanceté, pour la première fois, la Ve République a un président appartenant au Parti Socialiste. Le lundi matin, il y a eu des gens très surpris parce qu'on avait un président socialiste et la Tour Eiffel était toujours en place. Mais en fait, ça a quand même provoqué un certain choc politique, ce changement. Et voilà qu'a commencé à courir une rumeur. Français, vous avez un président socialiste, une partie d'entre vous est très étonnée. Eh bien, le saviez-vous, Nostradamus l'avait prédit. Ah oui, il fallait pas être étonné, c'était marqué dans le livre. Ouais, Nostradamus l'avait prédit. Non, d'une pipe. Il s'intéressait même à ça, Nostradamus. Et alors, quand vous posiez la question, mais il l'avait prédit où, quand, lisez mon livre. Je m'appelle Jean-Charles de Fontbrune, j'ai décrypté Nostradamus, lisez. Et là, ça a fait plus qu'un buzz. 800 000 exemplaires vendus. Ah ouais, c'était une star à l'époque. Oui, mais alors, le livre était sorti plusieurs mois avant, mais il n'a connu le succès par partir du moment où quelqu'un a été capable de dire, un attaché de presse, l'élection de François Mitterrand était prévue par Nostradamus, c'est dans le livre de Monsieur de Fontbrune. Bien sûr, c'était un grand coup de com'. Voilà, alors le livre, je l'ai acheté. Et j'ai dit, alors où c'est que c'est ça ? On m'a dit, voyez ce passage. Et on tombe sur un passage, au printemps, la rose refleurira. Alors évidemment, connaissant le logo du Parti Socialiste, vous voyez, oui, il le savait. Oui. Je fais partie des méchantes langues, des mauvais esprits, qui remarquent que les roses fleurissent toujours au printemps. Ah oui, c'est très étonnant. Même les années où il n'y a pas d'élection présidentielle, et même dans les pays où le Parti Socialiste n'a pas de candidat. Vous voyez ? C'est assez drôle. Et donc, c'est là que je me suis dit, quand même, je ne sais pas si Nostradamus est un arnaqueur, mais en tout cas, le gars qui nous fait ce bouquin, ça en est vraiment un. Alors, il faut en finir avec ces histoires de Fontbrune, parce que le bouquin, je l'ai lu en entier. Et j'ai eu une grande frayeur. Parce qu'un peu plus loin, on disait que vers 1991, 10 ans plus tard, la flotte du colonel Kadhafi allait débarquer sur la côte méditerranéenne. Aïe, aïe, aïe. Même aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, même aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais attendez, elle allait débarquer où ? À Agde, la ville grecque. Or, et figurez-vous qu'à Agde, c'est là que j'ai une cabane de pêcheurs. J'ai 3 enfants qui, à l'époque, étaient jeunes et barbotés. Je me voyais, moi, sur la plage, en train de creuser un trou et de faire mon devoir, parce que Nostradamus l'avait prédit. Ah ouais. Non, mais il y a des tas de gens qui sont excités. Il y a des gens qui ont déménagé. Parce que les sauvages troupes libyennes devaient ravager tout notre Midi-Pyrénées. Narbonne en feu, Carcassonne rasée, Toulouse pas grand-chose, et ils devaient s'arrêter à Lectoure. On ne sait pas pourquoi ils devaient s'arrêter à Lectoure, mais Nostradamus l'avait prédit. Ah bah oui, c'était dans le livre. Bon, finissons-en en disant qu'en 1991, évidemment, rien ne s'est passé, que l'auteur du livre l'a republié intégralement
en me disant j'ai dû faire quelques erreurs de date. Ça doit être pour 2001. Rachetez mon livre. Alors évidemment, il en a vendu de moins en moins, mais enfin, il avait de quoi prendre une retraite dorée. Alors passons sur tout ça, parce que moi, à ce moment-là, je me suis mis à lire Nostradamus. Dans le texte. Dans le texte, avec le concours d'un professeur de français de mon université, un spécialiste en français ancien, nous l'avons mis en français moderne. Et je me suis dit, maintenant, t'as de la doc, qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Et effectivement, j'y ai trouvé des choses qui n'étaient pas codées. Tout à l'heure, vous parliez de flash, de voyance, Frédéric. Eh bien, si on prend le fameux texte des centuries, c'est un peu ça qu'on y trouve. Des paragraphes entiers qui n'ont aucun sens, et de temps en autre, un paragraphe qui est très, très clair. Je vais vous en lire quelques-uns. À tout de suite sur Sud Radio, Yves Lignon. Sud Radio, les clés du mystère. Sur Sud Radio, aujourd'hui, on s'intéresse à Nostradamus et mieux que personne, Yves Lignon, vous êtes bien placé pour parler de son œuvre puisque vous avez lu les Centuries, bien sûr. Oui, je les ai lus et ce sont des dizaines et des dizaines de quatrains, de petites strophes de 4 vers. Et sur ces dizaines et des dizaines de quatrains, je n'ai retrouvé que du fouillis, de l'illisible, ce qui permet justement aux charlatans de s'en donner à cœur joie. Nous en parlions tout à l'heure. Mais parmi tous ces quatrains, j'en ai trouvé 6. Seulement 6 qui sont très, très clairs. Ainsi, je vais vous lire simplement le premier vers de l'un d'entre eux. Le Sénat de Londres mettra à mort le roi. C'est un vers du 49e quatrain de la 9e centurie. C'est extrêmement clair, ça. Oui. Le roi d'Angleterre sera mis à mort par le Parlement. Bien sûr. Eh bien, cet événement, il s'est produit une seule fois dans l'histoire de la monarchie britannique. Il s'est produit en 1649, où le roi Charles Ier a été jugé par le Parlement, condamné à mort et exécuté. Cet événement-là, le roi condamné à mort par le Parlement, est unique dans l'histoire de la monarchie britannique. Il s'est passé en 1649 et on ne peut pas le dire autrement. Il était annoncé par Nostradamus 90 ans auparavant. Quand vous dites qu'il est unique, ça veut dire que du vivant, bien sûr, de Notre-Dame et précédemment, ça n'a jamais été. Non, ce que je veux dire, dans toute l'histoire de l'Angleterre, il y a eu un seul roi condamné à mort par le Parlement. Bien sûr. Bon, alors... C'est étonnant, oui, d'accord. C'est sûr. Je prends un autre quatrain. Un point. Un point one pourri. point. Bon, donc je vous dis, en tout, il y en a 6. On ne va pas les passer les 6, mais en voilà un autre. Je vous le lis en entier, celui-là. 97e quatrain de la 2e centurie. Romain pontife, garde de t'approcher. Donc évidemment, Romain pontife, c'est le pape. Il ne faut pas que tu te rendes à. Romain pontife, garde de t'approcher de la cité que 2 fleuves arrosent. Ton sang viendra auprès de là cracher. Toi et les tiens, quand fleurira la rose. C'est Lyon, la ville des 2 fleuves. Ça, il y a encore un qui a trop lu Jean-Charles de Fontbrune. Ah, c'est pas Lyon alors. En 1798. Ah, je pensais que c'était Jean-Paul II. 1798, soit environ 250 ans après que le texte que je viens de vous lire ait été imprimé. Le pape Pie VI, un vieillard, est arrêté à Rome et transféré vers Paris. Le convoi franchit les Alpes à Briançon. Il rejoint la vallée du Rhône à Valence, c'est-à-dire au confluent du Rhône, voilà un fleuve, et de l'Isère, voilà le 2e fleuve. La cité que 2 fleuves arrosent, c'est Valence. Le pape est âgé, il est malade. Le convoi s'arrête à Valence, on essaie de soigner ce pape prisonnier. Son état s'aggrave
il crache du sang, bon, c'est sans doute la tuberculose, et il va mourir. Et durant ces derniers jours, il demandait qu'on pousse son fauteuil vers la fenêtre pour qu'il puisse admirer des rosiers grimpants. Ça, c'est de l'histoire. C'est vrai qu'on avait traduit ce passage-là en évoquant l'attentat dont a été victime. Et donc c'est là, vous voyez, qu'il y a de l'escroquerie, parce que donc ça, c'est écrit en 1555 approximativement. Ça, c'est bien un événement qui s'est produit en 1799, c'est très précis, c'est très clair. Mais on nous a fait croire que ça concernait l'attentat contre Jean-Paul II, que ça concernait le voyage de Jean-Paul II à Lyon, parce qu'à Lyon il y a 2 fleuves, etc. Tout ça, c'était un moyen de vendre des bouquins, de faire de l'argent, etc. Remarquez que dans le passage en question, il est mentionné l'histoire de la rose aussi. Hein, donc ça correspond à la réalité, puisque les documents historiques nous disent le pape moribond demandait « Approchez-moi de la fenêtre pour que j'admire les roses ». Ok, bien sûr. Donc là, il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc, là, je vous en ai cité 2. Il y a 4 autres quatrains, comme cela, aussi clairs, et qui, eux, concernent l'histoire de Napoléon. Et en particulier, on y voit la durée du règne de Napoléon. Donc, en tout, 6 quatrains dans cette masse. Et tout le reste, c'est du délire. 6%, c'est bien. Oh, non, parce qu'il y en a bien plus de 100. N'oubliez pas qu'il y a la centurie, c'est une série de poèmes. Il y a plusieurs centuries. Donc 6 quatrains parmi cette masse. Des quatrains véritablement de voyance. Alors, il faut en finir, il faut essayer de s'expliquer sur tout ça. Vous voyez, Nostradamus, lui aussi, il a parlé de sa manière d'opérer, si j'ose dire. Et il y a un texte de lui qui est très explicite. Je l'ai dit, Nostradamus, il avait un côté un peu aventurier. Et aventurier dans toutes les dimensions. Il essayait des herbes qui font planer, vous voyez, comme certains chamans. Et donc, mais il les testait sur lui-même. En toute bonne foi, mais pour voir, quoi. C'était pas quelqu'un qui se droguait comme on le fait malheureusement à notre époque, drogué pour être ailleurs. Lui, il faisait des préparations, il faisait des tisanes et il se les administrait pour voir l'effet que ça faisait. Et donc, il y a des textes où il dit carrément je fais des fumigations, je bois une tisane et je me retrouve en transe. À l'époque actuelle, nous parlerions d'état modifié de conscience. Et nous, les chercheurs scientifiques en parapsychologie, nous savons que les états modifiés de conscience favorisent la voyance. Voilà peut-être le secret de Nostradamus. Ça sert de déblocage en quelque sorte. Certaines aptitudes du cerveau qui sont favorisées à ce moment-là. Oui, c'est quelqu'un qui se drogue parce qu'il expérimente sur lui-même et sous l'effet de la drogue, il écrit. Dans la majorité des cas, c'est du délire. Dans quelques cas, c'est de la voyance. Sauf que quand il atterrit, mais il faut qu'il vende de tout. Le business revient. Donc pour vendre tout, il va dire que la partie illisible est codée. Ah voilà, très très bien, c'est assez astucieux. Ouais. Voilà, il va dire, il n'y comprend rien. Quand il se relit, il dit mais qu'est-ce que j'ai écrit, mon Dieu ? Mais par ailleurs, comme tous les voyants, il a conscience. Et donc Nostradamus était un voyant. Il a prédit la mort du pape en 1799. Il a prédit la mort du roi d'Angleterre, le Charles Ier, en 1649. Il a prédit le règne de Napoléon Bonaparte. Et c'est tout. Il n'a absolument pas annoncé que la fin du monde, c'était pour avant-hier. Voilà qui était Michel Nostradamus, vraiment un personnage, j'aurais aimé le rencontrer. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas eu un peu de friction, mais c'est vraiment un personnage hors du commun, Frédéric. Les points de vue se seraient opposés, mais comme souvent, la confrontation est porteuse d'enseignements. Merci beaucoup Yves Lignon, et merci à tous d'avoir suivi cette passionnante destinée. Vous retrouvez nos émissions, bien sûr, sur sudradio.fr en podcast, celle-ci comme les autres, et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver dimanche prochain. Merci Yves.